Bonjour à tous. La cybersécurité est au programme politique en ce moment même. Mais alors comment ça va se passer avec ces nouvelles obligations en matière de protection numérique jusqu'au niveau des collectivités locales? Les défis cyber dans les territoires, c'est à la une aujourd'hui de Smartech. On aura rendez-vous également avec le biomimétisme. Vous savez, cette façon d'observer la nature pour trouver de nouvelles sources d'innovation et d'inspiration. On regardera notamment comment ça se passe du côté de l'aérodynamisme dans le règne animal. Mais d'abord, 3 questions sur le développement de l'IA et son rôle, le rôle que joue l'Afrique. C'est tout de suite 3 questions dans Smartech. Le rôle de l'Afrique dans le développement de l'intelligence artificielle, on en parle tout de suite avec Thomas Melonio. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef économiste, directeur exécutif de l'innovation, de la stratégie et de la recherche au sein de l'AFD, l'Agence française de développement. Je voulais déjà qu'on fasse un point quand même ensemble sur cette AFD, sa mission, son mode de fonctionnement, parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques, notamment sur le réseau social X, avec des critiques, des infox aussi sur l'aide de l'AFD. On prendrait dans la poche des Français, on donnerait de l'argent à la Chine. Expliquez-nous, faites-nous une petite mise au point rapide sur le fonctionnement, les missions. Alors l'AFD, c'est une agence et une banque publique qui agit sur 3 catégories de territoires dans les outre-mer français pour soutenir par exemple les collectivités locales, ça c'est une chose. L'AFD est très présente dans les pays émergents, notamment pour réduire le changement climatique ou préserver la biodiversité. Dans les pays émergents, l'AFD intervient sous forme de prêts et donc on va facturer un taux d'intérêt qui va même dégager un excédent, mais en servant des causes communes qui intéressent la France et les pays émergents. Ça c'est dans les pays émergents, c'est une action qui en fait rapporte de l'argent. Dernière chose, l'AFD... C'est une banque. L'AFD dans les pays émergents est une banque, donc c'est comme la BNP, la Société Générale, c'est pas une fonction caritative, mais on trouve des intérêts mutuels avec des pays émergents, en particulier dans le domaine climatique ou économique. Il y a des intérêts français qui peuvent être liés. Et puis l'AFD intervient aussi dans les pays les plus pauvres, cette fois-ci sous forme de dons. Quand on travaille au Sénégal, au Togo ou au Bénin, on peut faire des projets sous forme de dons là, pour des causes les plus sociales. Et dans ce cas-là, c'est une mission de solidarité qui en effet a un coût pour les contribuables. Ça, c'est le coût de la solidarité, c'est parfaitement assumé. Bon, je pense que c'est très clair. Maintenant, je voudrais qu'on arrive au sujet qui m'a intéressé. Au moment du sommet de l'intelligence artificielle qui s'est tenu à Paris, l'AFD a été présente avec un sujet autour notamment d'un projet avec le Sénégal. Mais ce que j'entends surtout, c'est que l'Afrique joue un rôle aujourd'hui important, vous dites même crucial, dans l'IA. Pourquoi ? Alors plusieurs choses. D'abord, c'est vrai que pendant le sommet IA à Paris, qui je crois a été un grand succès, et une importante présence africaine, parce que je crois qu'ils partagent avec l'Europe une ambition qui n'est de ne pas être seulement des consommateurs de produits IA produits ailleurs, mais aussi de participer à la production et d'avoir des applications qui peuvent servir le continent. Donc on a eu un nombre très important de ministres du numérique africains qui sont venus à Paris avec cette volonté de développer des produits spécifiques. Alors aujourd'hui, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu des travailleurs africains qui ont participé à la constitution de gros modèles, par exemple en taguant des données, mais ça c'est une fonction, je dirais, qui est peut-être pas stratégique. En revanche, ce qu'on voit émerger... C'est plutôt les ouvriers du numérique. Ça c'est plutôt les ouvriers du numérique, il y a d'ailleurs beaucoup de débats éthiques sur cette utilisation. Mais précisément, je pense que l'Afrique ne veut pas être cantonnée dans une sorte de prolétariat numérique. Ça c'est une première chose. Et 2, on a vu aussi des pays qui arrivent avec des solutions innovantes, qui mettent en place des politiques IA, notamment pour développer, améliorer la qualité des services publics. Peut-être si on peut prendre un exemple, vous avez cité le Sénégal. Avec le gouvernement du Sénégal, on a et l'ONG Bibliothèques sans frontières, mis en place des contenus qui sont en partie produits d'ailleurs à partir d'IA pour améliorer la qualité des enseignements. Et alors une problématique peut-être spécifique à l'Afrique, c'est qu'il y a beaucoup de langues nationales ou régionales qui sont mal traitées par les grands modèles IA et dans lesquels il y a peu de contenu. Exact, ouais. Donc il y a un enjeu à développer, par exemple dans l'exemple que je citais, en langue peul, des contenus qui sont les contenus officiels du programme sénégalais et qui sont apportés à des enseignants qui, eux, peuvent être amenés à enseigner en français, par exemple, même si leur langue maternelle est le peul. Donc il y a vraiment tout un enjeu à développer des contenus de qualité dans des langues nationales africaines, des contenus qui sont certifiés, par exemple, dans le domaine de l'éducation ou de la santé, et qui peuvent donc s'appuyer sur l'IA pour améliorer des services publics qui, aujourd'hui, sont d'une qualité qui est encore insuffisante. Mais pour tenir un rôle important dans le développement de l'IA, encore faut-il avoir les moyens, parce qu'aujourd'hui, les investissements, ils vont où ? Ils se passent aux États-Unis, ils se passent en Europe aussi, en Asie, en Afrique. Alors c'est vrai que les très gros investissements qu'on a pu voir ces dernières années, les plusieurs milliards de dollars par exemple dans les grands modèles, ça c'était aujourd'hui pas accessible, en tout cas jusqu'à récemment sur le continent africain. Bon, il y a eu quand même le choc DeepSeek qui montre qu'aujourd'hui des modèles moins coûteux, peut-être plus spécialisés peuvent être développés.
Et je crois que là, c'est un positionnement qui est intéressant, d'ailleurs, à la fois pour l'Europe, où il n'y a pas non plus des investissements majeurs, en tout cas pas dans les mêmes montants qu'aux États-Unis, et également dans le continent africain, avec plutôt des couches applicatives sur les gros modèles, mais pour répondre à des besoins spécifiques. Donc ça peut être dans l'éducation, ça peut être dans la santé. On a fait un hackathon aussi intéressant avec Datacraft et Instadeep sur le domaine agricole, par exemple, pour repérer à partir d'images satellites les zones de multiplication des criquets. Donc il peut y avoir comme ça des usages spécialisés, mais qui ont une forte utilité dans le contexte africain. Mais là, la mission de l'AFD, alors c'est quoi précisément dans ce cas du développement de l'IA en Afrique? Donc c'est travailler sur des cas d'usage, avoir de l'investissement aussi, ou faire des prêts, enfin, comment vous opérez? Alors en effet, il y a plusieurs catégories d'intervention. Il y aura besoin en Afrique de data centers, d'infrastructures, de câbles sous-marins par exemple. Donc ça, c'est un domaine dans lequel on va intervenir plutôt par des investissements, en prêt ou en capital. La deuxième chose, on a fait une étude avec des collègues, notamment Peter Haddo, Anastasia Tayeb, pour identifier les drivers de l'IA sur le continent africain. Et à vrai dire, c'est un peu les mêmes que dans le monde. Il y a aussi besoin de produire plus de talents. Donc là, ça peut être le soutien à des écoles d'ingénieurs, des gens qui vont travailler sur les métiers de la data science. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, on va avoir besoin que les gouvernements développent des politiques data de qualité, certifiées. Ça, c'est encore je dirais un nouveau type d'intervention. Notre filiale Expertise France a travaillé avec le Sénégal, par exemple, qui a mis en place une politique IA. Donc ça, c'est pour savoir... Stratégie nationale. Stratégie nationale, comment est-ce qu'on produit de la donnée, comment est-ce qu'on la rend accessible, comment est-ce qu'on protège les consommateurs. Donc ça, c'est encore un troisième type d'intervention, en plus de l'infra, des talents. Je dirais, il y a la gouvernance et la production de data qui vont être un champ d'investissement. Merci beaucoup Thomas Melogno. Je rappelle que vous êtes chef économiste de l'AFD, directeur exécutif de l'innovation, de la stratégie et de la recherche. Merci pour vos éclairages. Merci. Le forum InCyber va se décliner pour la première fois en version régionale. Première destination choisie, c'est le Creusot. C'est l'occasion surtout pour nous de faire un point sur ces nouveaux défis cyber que vont rencontrer les collectivités locales, surtout qu'en ce moment, on discute d'un projet de loi qui renforce des obligations. Alors pour en parler, David Marty est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire du Creusot, président de la communauté urbaine Creusot-Monceau. C'est 34 communes de Saône-et-Loire en Bourgogne-Franche-Comté. Donc vous allez accueillir ce premier forum InCyber local, on va dire, et on va discuter ensemble de pourquoi le Creusot et les problématiques que vous rencontrez. Et avec nous également le général Marc Watin-Angoire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur du forum InCyber, donc événement européen incontournable aujourd'hui sur la cybersécurité. Mais quand je dis européen, plus seulement, puisqu'il y a aussi une déclinaison au Canada. Nouvellement aussi, vous avez décidé de partir au Texas pour aller voir ce qui se passe du côté des États-Unis. Mais aujourd'hui, notre sujet, ça va être la déclinaison dans les territoires en France. Et vous êtes venu avec Guillaume Tissier. Bonjour. Bonjour. Directeur général donc, du forum InCyber. Alors, est-ce qu'on a déjà un sujet d'inquiétude aujourd'hui sur les défis cyber au niveau des collectivités locales? Qui veut commencer? Écoutez, je vais simplement vous dire une chose, c'est que pendant longtemps, on a dit les collectivités territoriales, les hôpitaux ne seront jamais touchés parce que c'est les services publics, parce que ce sont des gens gentils, et les cyberattaquants ne s'intéressent qu'aux méchants, qu'aux États, aux grandes entreprises. Et on a découvert, on savait déjà, mais ça a été accentué avec le Covid, que nul n'était épargné par les prédateurs et que même l'attaque de prédateurs, de collectivités territoriales d'hôpitaux était un moyen pour les prédateurs de faire une plus grande pression parce qu'on est encore plus tenté de secourir des hôpitaux, des collectivités territoriales compte tenu de leur mission de service public. Et alors, est-ce que c'est un sujet d'inquiétude quand on est au sein d'une collectivité de se retrouver face à des cyberattaquants parfois liés à des États, enfin je veux dire des attaques d'une ampleur assez importante? C'est l'actualité, ouais. Déjà depuis un certain temps. On ne se pose pas la question de savoir si on va être attaqué ou pas. Nous le sommes. Nous subissons plusieurs attaques. Vous les voyez? Ah oui, bien sûr. Et donc, il faut se préparer à contrer ces attaques. Mais il y a, comme l'a dit le général, des hôpitaux, des collectivités. Sur mon territoire, la ville de Monceau a été attaquée, a été plusieurs mois sans pouvoir fonctionner. Nous sommes, régulièrement attaqués à la communauté urbaine. Nous avons des services qui sont de plus en plus performants et formés pour contrer ces attaques. Mais c'est l'actualité, bien entendu. Et au-delà des collectivités, c'est les entreprises sur un bassin industriel comme le nôtre.
avec une technologie de pointe, industrie 4.0, eh bien, qui sont des cibles également. D'où l'intérêt de venir sur un territoire. Et alors donc on a en ce moment en discussion au niveau politique au Sénat et au printemps ce sera au Parlement une loi qui doit renforcer la cybersécurité, qui va aussi à travers la déclinaison de la directive NIS 2 donner des obligations à davantage d'entités dont des collectivités. Est-ce que aujourd'hui ce texte vous pensez est le bon et est-ce qu'on a les moyens de sa mise en application ? Alors, au niveau local, je veux dire. C'est tout l'enjeu, c'est-à-dire que c'est un texte ambitieux. Donc la transposition, effectivement, est en cours de réalisation avec un texte qui devrait être adopté prochainement. Et tout le sujet, c'est d'accompagner finalement la mise en place de ces exigences, parce que c'est des exigences donc, de protection, d'analyse de risque, de notification en cas d'incident. Donc c'est très vertueux, c'est un levier formidable. Simplement, il faut que ce levier soit adapté, et c'est tout l'enjeu des discussions qui ont eu lieu notamment au Sénat avec la commission spéciale, que d'accompagner la mise en place de ce texte, notamment auprès des entreprises et des collectivités, puisque la mise en conformité a évidemment un coût, c'est une contrainte. Néanmoins, quand on regarde le niveau et le degré de numérisation des entreprises, et notamment des industriels aujourd'hui, on voit aussi que la cybersécurité est un levier de performance, de business, et qu'on ne peut pas concrètement aujourd'hui mettre en place une usine réindustrialisée avec une usine numérisée si on n'a pas cette démarche de cybersécurité. Ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que la cybersécurité est un outil aujourd'hui, un levier pour la région, pour être plus compétitive, plus attractive ? Oui, absolument. Absolument. Là aussi, c'est une réalité. Quand on veut être un territoire comme le nôtre, à la communauté urbaine Creusot-Monceau, d'innovation, territoire d'innovation dans tous les sens du terme, nous voulons être smart territoire, comme on dit, c'est un facteur d'attractivité, à condition de bien s'y préparer. À la fois avec les acteurs publics que nous sommes, et puis à la fois avec les acteurs privés que j'évoquais tout à l'heure, le monde économique et notamment l'industrie, cette industrie de pointe que nous avons chez nous, qui doit forcément également être à la pointe de tout ce qui touche à la sécurité. Pourquoi ? Parce qu'on a aussi des industries qui sont dans des process ultra confidentiels, qui travaillent pour la défense nationale, donc il y a une question de souveraineté derrière, et on ne peut pas rester sans rien faire, faute de quoi on pourrait être mis en péril dans les productions, par exemple. C'est-à-dire qu'elles attendent aussi de vous, des élus locaux, des garanties de protection ? Oui, bien sûr. On accompagne, nous, le monde économique en tant que collectivité, de manière 360, comme on dit, sur tous les aspects. Et ils sont dans cette attente qu'on puisse les accompagner, les conseiller, et puis mettre en place des process à la fois qui soient sûrs de la part de la collectivité. Je prends un exemple, la fibre. Quand nous sommes un territoire fibré déjà depuis un certain temps, nous devons améliorer tout ce qui est la sécurité sur la fibre, qui va jusqu'aux entreprises. Nous avons un certain nombre de bureaux d'études qui, encore une fois, travaillent sur des process ultra confidentiels. Il faut que ce soit sécurisé. Donc, il y a une attente de la part du monde économique, des industriels, que la collectivité vienne en soutien, soit vraiment quelqu'un qui apporte un niveau de sécurité. Parce que si on n'est pas en capacité de le faire, les entreprises ne viendront pas. Et les entreprises ne viendront pas s'implanter sur un territoire qui n'aura pas réfléchi et qui ne se sera pas préparé à ça. Mais alors, ça veut dire aussi qu'il faut avoir un écosystème cyber, des entreprises de la cybersécurité en région. Et il en est où cet écosystème cyber en région ? En fait, si vous voulez, pour pouvoir innover, il faut avoir de la cybersécurité. On ne construit pas sur de la vase. Il faut donc avoir déjà un socle suffisant. Et sur place, il faut à la fois des entreprises qui soient capables d'offrir des solutions de sécurité, mais aussi de la formation de personnes aptes à mettre en œuvre des solutions de cybersécurité. Parce qu'aujourd'hui, c'est la vraie question. Où sont les compétences ? Qui forme les compétences ? Alors, quant au Creusot, vous avez des écoles sur l'intelligence artificielle, sur la cybersécurité, ainsi de suite. Vous voyez bien que c'est une offre directe aux entreprises locales de personnel formé. Et donc, tout ça, c'est un ensemble qui se tient. Vous voyez, pour pouvoir développer un territoire, en faire une Silicon Valley de la Bourgogne-Franche-Comté. Waouh. Mais si, c'est l'ambition, il faut l'avoir. Exactement cette ambition. Et il faut avoir sur place tous les éléments publics, privés,
civils, éventuellement militaires, les forces de sécurité, tout doit être rassemblé, chacun dans son métier, mutualisé, plateformisé, pour pouvoir apporter à un territoire une sécurité. Et pourquoi le territoire, comme la communauté urbaine, est importante? Parce que c'est là où les gens se connaissent. Or, pour pouvoir créer la confiance, il faut d'abord que les gens se connaissent, que les gens parlent, échangent. Et c'est pour ça qu'on va faire notre forum au mois de mai. C'est pour créer cet échange, pour décloisonner, faire en sorte qu'il se crée un esprit, un état d'esprit, une ambition au sein de ce territoire de la communauté urbaine. Donc, faut mobiliser cet écosystème cyber. Il faut aussi lui apprendre à travailler avec le public, parce qu'il y a effectivement se rencontrer. Enfin, il y a des codes spécifiques, non, pour accéder au marché public. Là, il y a aussi un travail important à faire, j'imagine. Ah oui, mais il y a déjà une Vous ne parlez pas forcément le même langage. Oui, c'est vrai, mais de moins en moins. Et nous avons la culture sur ce territoire, justement, d'un travail en proximité entre le public et le privé. Parce que depuis très longtemps, les réussites que nous avons, notamment au niveau industriel, mais pas que, ce sont des réussites qui se sont appuyées sur ce travail entre le public et le privé, sur un rapport de confiance, avec des codes différents, certes, mais avec un objectif commun, qui est de porter cette ambition, comme le disait le général, d'une sorte de Silicon Valley à notre niveau, en créant un écosystème, mais ça passe par le décloisonnement et ça passe par des échanges continus. Donc les codes peuvent être différents à un moment donné, mais on se retrouve très vite vers un point de convergence qui est cette ambition et cette sécurité commune que nous devons créer. Quels sont les principaux risques cyber au niveau vraiment des collectivités locales ? Il y a des risques finalement, tout comme les entreprises, qui sont des risques d'une cybercriminalité assez ordinaire, qui touche finalement tout le monde, et puis un risque aussi d'une cybercriminalité pour le coup beaucoup plus organisée, structurée, qui fait beaucoup de dégâts. Et lorsqu'on parle d'infrastructures critiques, eh bien c'est notamment le cas. Une usine aujourd'hui, à partir du moment où elle a été numérisée, à partir du moment où on a interconnecté ces systèmes industriels avec l'IT classique, eh bien ça devient une cible potentielle pour des entreprises, pour des attaquants, avec toujours ces attaquants soit très opportunistes, soit au contraire qui font du ciblé parce qu'ils savent qu'à tel endroit ça peut faire mal. Mais alors, si on parle d'industrie critique, même de nucléaire en région, ça, aujourd'hui, il y a l'ANSSI qui pilote, qui veille. Ces grands groupes, ils ont déjà les codes sur leur cyberprotection. Ils ont déjà les éditeurs qui les accompagnent, les solutions technologiques. À quel niveau vous dites, en revanche, là, il y a des failles? C'est la chaîne, en fait, derrière les grands donneurs d'ordre. Et c'est tout l'objectif de Nice 2. Nice 2, l'ambition, indépendamment du renforcement des exigences, c'est de passer de 600 entreprises, organisations couvertes, assujetties au texte, à 15 000, pour couvrir la chaîne. Parce qu'on sait bien que dans une chaîne, il suffit qu'un maillon soit faible pour que finalement la sécurité de l'ensemble soit remise en cause. Et typiquement, ces grands donneurs d'ordre qui sont présents au Creusot notamment, derrière, ils ont énormément de sous-traitants, des sous-traitants de sous-traitants. Et c'est donc la sécurité de ces composants-là auxquels il faut aujourd'hui s'attaquer. Et vous vous sentez suffisamment armé, vous, au niveau local, face aux nouvelles menaces? Quand on entend la menace russe, elle est là en France, elle peut passer aussi justement par des attaques en région, par des attaques sur des hôpitaux. Est-ce que vous vous sentez suffisamment armé aujourd'hui ? Non, on n'est pas suffisamment armé encore, mais il faut tout faire pour l'être, et c'est ce que nous faisons au travers de tout le travail que nous avons engagé, à la fois avec les entreprises, à la fois nos collectivités, puis avec des partenaires comme peut l'être le Forum. C'est pour être le mieux préparé possible, parce que je le disais tout à l'heure, des attaques, nous en avons continuellement. Alors ça peut être des petites attaques qui n'ont pas beaucoup de conséquences, mais ça peut avoir aussi de graves conséquences, comme nous l'avons vu aussi. Donc, nous ne sommes pas encore suffisamment armés, mais nous faisons... De quoi vous avez besoin ? On a besoin d'expertise, on a besoin de ressources humaines. Il faut les trouver à un moment donné. Et puis, on a besoin de certaines garanties qui peuvent être données et de certains soutiens. Vous parliez de l'agence, notamment l'ANSSI. Oui, pour nous, c'est important parce qu'elle nous donne des process, elle nous conseille et elle nous donne
la possibilité de mieux nous protéger. Mais la sécurité n'est pas à 100%, on le sait très bien. Et ce qu'il faut, c'est quand on est attaqué, et malheureusement, quand on a subi cette attaque qui a des conséquences, c'est comment très vite on peut sortir de cette attaque. Parce que là aussi, il y a une véritable difficulté. Certains se font attaquer, ne le disent pas. Oui. Il y a un véritable marché de la rançon. C'est une réalité, ça. Certains en parlent, refusent de payer les rançons, d'autres les payent. Ce qui, du coup, alimente aussi les attaques. Donc là, il faut aller sensibiliser, en fait, les entreprises du territoire pour leur dire... n'ayez pas peur, finalement, la cybersécurité, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est plutôt au contraire quelque chose qu'on doit mettre en avant aujourd'hui plutôt que masquer. Absolument. Et au niveau des industries, parce que je sais qu'au forum InCyber, il y a vraiment un focus qui est mis sur la sécurité industrielle. On progresse à ce sujet ? Il faut progresser. En fait, si vous voulez, la difficulté de l'industrie, c'est qu'elle repose sur ce qu'on appelle des SCADA, des systèmes de contrôle de l'acquisition de données, qui sont souvent anciens et qui doivent être en permanence remis à niveau, mais on ne peut pas le faire avec la même vitesse, la même rupture. Lorsque vous changez, par exemple, l'informatique de gestion, vous pouvez dire, on est vendredi, lundi, vous aurez tout un nouveau système informatique parce que les gens ont travaillé pendant le week-end. On n'arrête pas l'eau, on n'arrête pas les aiguillages, on n'arrête pas les centrales nucléaires. C'est pour ça que les week-ends sont très dangereux, d'ailleurs, dans le monde numérique. Là, il y a une vraie question, et ça fait partie des sujets qui sont traités. Guillaume peut d'ailleurs le confirmer. C'est vraiment un des sujets que nous traitons à la fois au forum à Lille, mais aussi dans ce forum InCyber des territoires au Creusot, où il y aura toute une partie dédiée justement à cette industrie 4.0. On passe en fait de systèmes industriels, si vous voulez, auxquels on a apporté des rustines, parce que c'était des systèmes anciens qu'on avait simplement interconnectés. Donc il a fallu mettre des rustines pour gérer la sécurité pendant cette période transitoire, avec de la segmentation par exemple des réseaux, de façon à ce que les attaques ne se propagent pas. Aujourd'hui, on a maintenant des nouveaux équipements qui arrivent, qui sont numériques par design, quelque part, et donc qui intègre de la cybersécurité. On voit bien donc ce mouvement. Il y a la 5G qui se développe. Et puis il y a la 5G, qui apporte énormément en termes de flexibilité, en termes de rapidité, etc., et de productivité, bien sûr. Le vrai sujet, c'est qu'en même temps, comme toujours, il y a une face plus sombre, qui est qu'à partir du moment où vous avez ces technos, ça veut dire que vous allez avoir des objets industriels connectés un peu partout, que ces objets eux-mêmes vont élargir la surface d'exposition au risque, et que donc il y a encore plus besoin de sécurité. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, on arrive aujourd'hui à trouver des solutions. D'une part, parce que les industriels qui fournissent ces équipements, ces SCADA, ces ICS, ont intégré de la sécurité. Il y a des éditeurs aussi. Et elles ont des nouvelles obligations aussi. Oui. Et par ailleurs, il y a de l'intelligence artificielle, heureusement. C'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui à faire beaucoup, par exemple, pour détecter sur un réseau des anormalités. Et donc, ça apporte aussi beaucoup, alors à la fois pour l'IT, mais en même temps pour les technologies opérationnelles, ça apporte beaucoup en termes de sécurité. J'ai un exemple précis, si vous permettez. Alors, juste pour terminer. Voilà, sur la sécurité, et notamment pour les collectivités, il y a une start-up qui a mis au point notamment une plateforme collaborative qui s'appelle Interstice, une start-up du Creusot, qui, du coup, a apporté un niveau de sécurité maximal pour les collectivités notamment, et même l'État, puisque maintenant Interstice, c'est aussi l'État, une plateforme collaborative qui a supprimé tous les mails, qui permet de collaborer à une grande échelle de manière très directe et interactive. Et ça, c'est un exemple pour nous de plateformes collaboratives qui nous sécurisent, et ils vont aller bien plus loin. Et c'est du Creusot qu'est née cette plateforme. Et puis, on va en découvrir plein d'autres, David Marty, quand on va suivre ce forum InCyber chez vous. Notamment Smartech y sera. Hein, donc ça, c'est la grande nouvelle, bonne nouvelle. Merci beaucoup aussi, Général Vatin-Angoire, de nous avoir éclairé, Guillaume Tissier, sur ces nouveaux enjeux. Et merci à vous de nous accueillir. Donc très bientôt. Mais avec grand plaisir. Merci. On termine cette édition avec Domiti Champetier-de-Ribe. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des partenariats marketing chez Bioxégie. Avec vous, on s'intéresse au biomimétisme et en particulier à l'aérodynamisme. Alors, on va commencer peut-être par introduire quelle est la problématique aujourd'hui rencontrée autour de ce sujet de l'aérodynamisme. C'est ça. Alors, on va parler notamment des transports. Aujourd'hui, c'est un quart des émissions de CO2 qui sont dues au transport, particulièrement au transport routier, plus des 3 quarts.
En fait, la demande en mobilité, elle explose. Et donc, finalement, c'est plus de CO2, derrière plus de polluants atmosphériques. Et donc, d'après l'OMS, c'est plus de 7 millions de personnes qui meurent chaque année de ces polluants atmosphériques. Donc, ça ouvre la voie à des innovations dans les mobilités, notamment sur l'aérodynamisme, parce qu'aujourd'hui, c'est l'une des pistes jugées les plus efficaces pour réduire et faire chuter les consommations de carburant. Donc l'aérodynamisme, très rapidement, c'est quand on étudie en gros les mouvements de l'air et leur impact sur les objets. Et donc ici, l'objectif, ce serait justement d'aller réduire l'impact de l'air sur l'efficacité des véhicules. D'accord. Voilà. Et alors donc vous êtes allé regarder dans la nature le poisson coffre jaune. C'est ça. En fait, de manière plus large, le biomimétisme sur l'aérodynamisme, c'est ultra performant. On peut penser au Shinkansen, qui est le train le plus rapide du monde au Japon, qui est inspiré du Shinkansen, du coup. Et ça, pour plein d'oiseaux et de poissons qui doivent lutter contre l'air ou contre l'eau pour économiser leur énergie. Aujourd'hui, le poisson coffre, comme vous pouvez voir à l'écran, ce qui est assez intriguant, c'est qu'il n'a pas du tout la forme d'un Formule 1. Il est carré. Voilà. Il ne semble pas très aérodynamique comme ça. Il ne semble pas très aérodynamique. Et donc, pourtant, c'est bien cette forme qui lui donne ses bonnes propriétés. Et donc, comment, finalement, c'est grâce à 3 choses principales. La première, c'est le fait qu'il soit très large. En fait, sa forme large, ça lui permet d'être rigide dans l'eau et donc de résister mieux et d'être plus stable et donc de résister, en fait, à la force qui vient vers lui. La deuxième chose, c'est sa bouche protubérante qui ressort un peu. En fait, elle va diviser l'écoulement de l'eau en 2 et faire que ça passe sur les côtés et qu'il n'y a pas de stagnation au niveau du front, etc. Et la dernière chose, c'est qu'il a une conception assez légère finalement, donc un bon rapport entre sa masse et sa robustesse. Et donc pareil, ça lui offre agilité, etc. Et donc les chercheurs, ils se sont inspirés forcément de ces capacités en fait pour réfléchir à comment on peut faire des voitures qui vont être plus aérodynamiques. Parce que là, ce qui est intéressant, c'est qu'il a un gros espace interne finalement, tout en étant aérodynamique. Donc c'est ce qu'on cherche dans les véhicules aujourd'hui, à part pour les Formule 1 bien sûr. Et donc l'idée, c'est qu'ils sont venus scanner du coup ce poisson en 3D. Pour aller ensuite le modéliser sur ordinateur et voir là où étaient les propriétés les plus impressionnantes, entre guillemets. Donc, ils ont reproduit 2 choses dont j'ai parlé. La bouche pour séparer l'écoulement et le profil du poisson pour, pareil, que l'air puisse s'écouler en suivant la forme de la voiture pour éviter qu'il y ait des angles de décrochage. Parce que quand l'air se décroche, finalement, c'est là où ça crée des turbulences et ça empêche la voiture d'avancer face à cet air un peu désordonné. On a la photo de la voiture ? Alors la voiture, je pense on voit à quoi ça ressemble. Je l'ai vu passer, c'était la photo juste avant. On a la forme en tout cas de la voiture qui ressemble un peu à ce poisson. Ça ressemble vraiment au poisson coffre. C'est ça. Et donc c'est un peu ça. Et donc Mercedes, il y a quelques années, ils s'en sont inspirés également pour faire un concept car futuriste. Et puis Bioxégie, plus récemment, nos équipes ont utilisé ça pour un drone volant très performant avec un de nos partenaires industriels. Mais donc ça a vraiment fait ses preuves et on a hâte que ce soit utilisé à plus large échelle dans d'autres applications. Mais en tout cas, dans les transports, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup, Domiti, pour cette découverte. Je rappelle que vous êtes responsable des partenariats et marketing chez Bioxégie. C'était Smart Tech. Merci à vous de nous suivre avec une grande fidélité sur la chaîne Be Smart for Change. On se retrouve très vite. Vous pouvez aussi nous écouter en podcast. À très bientôt.